Bonjour à tous. Aujourd'hui dans Polygone, on s'intéresse à la justice et plus particulièrement à la justice de proximité. On imagine souvent qu'elle n'est que punitive, mais il existe aussi tout un côté prévention et aide aux victimes, ou tout simplement si vous avez une question, vous trouverez toujours réponse. Alors quelles affaires sont traitées sur notre territoire? Vers qui peut-on se tourner en cas de besoin? Bref, quelle justice pour vous sur l'arrondissement? Autour de cette table, on va tenter d'y répondre avec nos trois invités. Le procureur de la République Olivier Glady, maître Hervé Tomaszewski, avocat et bâtonnier du barreau de Sarreguemines, et également le directeur de l'association Proximité, Serge Papuga. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour à vous. Bonjour. Alors ces 2 dernières années ont été très marquées par la réforme de la justice. Beaucoup de changements ont eu lieu, parfois pas forcément visibles pour le justiciable, pour le citoyen, notamment au tribunal de Sarreguemines. On note par exemple son changement d'intitulé, donc le tribunal de grande instance devient le tribunal judiciaire. Des grands mots, j'ai l'impression quand même pour le citoyen lambda. Qu'est-ce que ça change concrètement? Et je me tourne vers vous, monsieur le procureur. Le fond est le même. Le fond de l'institution et de la juridiction de Sarreguemines demeure le même. Il y a toujours, malgré la transformation du tribunal de grande instance ex-TGI en tribunal judiciaire TJ, les services que l'on y trouvait auparavant. Le tribunal d'instance, en particulier de Saint-Avold, est devenu un tribunal maintenant de proximité, tandis que le conseil des prud'hommes, quant à lui, est demeuré tel qu'il était intitulé jusqu'à présent et baptisé jusqu'alors. Je dirais que il y a des transformations internes qui ont été statutaires, qui ont pu être introduites à travers cette réforme de la justice de 2019, dite loi de programmation pour la justice en 2019, et qui sont effectivement assez transparentes pour le justiciable. En revanche, il y a quelques contentieux qui ont pu être déplacés, soit immédiatement, soit dans les temps suivant l'application de la réforme. Par exemple, est-ce que vous avez quelque chose en tête de type de contentieux? Eh bien, par exemple, les affaires familiales, dans un premier temps, on se sont concentrés au tribunal, puis sur un critère territorial, ont pu être pour certaines d'entre elles, en réalité celles qui sont hors divorce ou les contentieux qui peuvent opposer des parents après un divorce, des ex-conjoints après un divorce, ont été, selon le territoire et du domicile des personnes intéressées, déplacés à Saint-Avold par exemple. Très bien. Il y avait une crainte des professionnels dans le monde de la justice, c'était de perdre ce lien de proximité, c'est notre thématique du jour. Est-ce que dans les faits c'est le cas? Est-ce qu'on perd un lien de proximité avec la réforme de la justice? À vos échelles respectives, j'entends bien. Pour l'association Proximité, ça n'a pas changé grand-chose, si ce n'est ce que évoquait Monsieur le procureur, c'est que en ce qui concerne les affaires familiales, certaines affaires familiales, dans des situations bien précises, sont traitées par le juge de l'ancien tribunal d'instance, qu'on appelle maintenant le tribunal de proximité. Mais pour le reste, rien n'a changé. Pour nous, en tout cas pour nous, relation avec l'institution judiciaire, elle reste exactement la même. Idem de votre côté, c'est assez semblable? C'est un petit peu difficile à dire parce qu'on manque encore un petit peu de recul. L'impression qu'on a, c'est que alors l'idée était peut-être bonne de vouloir simplifier l'image qu'on donne du tribunal pour le justiciable, parce qu'avant il y avait le tribunal de grande instance, il y avait d'autres juridictions et tout ça a été fusionné sous un même nom qui est le tribunal judiciaire. C'est quand même devenu relativement compliqué concrètement parce que les règles d'accès, je veux dire, de demande en justice nécessitent quand même une certaine connaissance technique, et d'où l'intérêt justement de consulter un avocat avant de se lancer dans une procédure pour éviter de se retrouver après avec une procédure qui est bancale, qui n'aboutit pas et qui oblige soit de recommencer à zéro, voire de ne plus pouvoir recommencer du tout. Et de ce côté-là, la profession aurait aimé peut-être vraiment une simplification des règles. Et on a eu à un moment donné quand même à déplorer, notamment en 2019,
un trop long délai d'attente entre la loi de programmation qui a été citée tout à l'heure et le décret d'application, et qui est arrivé au mois de souvenir en décembre, fin décembre, pratiquement à Noël, pour une entrée en vigueur au 1er janvier. Ça a été un moment anxiogène aussi pour les professionnels, que ce soit les avocats, mais aussi les huissiers, parce qu'on ne savait justement pas, les procédures étaient en cours, les nouvelles procédures devaient être engagées sur l'année 2020. Et on ne savait pas comment saisir le tribunal parce que le décret d'application n'était pas là. Maintenant, on le connaît. Les choses, c'est toujours pareil, quand il y a toujours une phase de transition, où les choses, il faut qu'elles se mettent en place. Et là, on peut, avec la coopération avec la juridiction et le barreau, on peut trouver ensuite des modes de fonctionnement qui facilitent cet accès. Parce que le but, c'est quand même ça. C'est faciliter l'accès du justiciable à la justice et qu'on garde ce lien qui est très important sur notre territoire, que ce soit Sarreguemines, Saint-Avold, le Pays de Bitche, tout cela. Le barreau de Sarreguemines s'est toujours battu pour que le tribunal ne soit pas départementalisé, ne soit pas nationalisé sur certains contentieux, justement pour permettre aux gens qui habitent ici ne pas avoir à prendre la voiture et faire trop nombreux de kilomètres, d'avoir quelqu'un qui peut leur expliquer comment ça fonctionne à proximité et de pouvoir se rendre aussi à son audience, que ce soit quand on divorce, du moins avant la réforme du divorce, et l'accès au juge pour enfants, tout cela, il faut qu'il y ait quand même que ça reste ici, que ça reste à Sarreguemines, et pour cela le barreau s'était battu. Vous évoquiez les kilomètres, justement, c'était une autre inquiétude, parce qu'il y en a eu beaucoup des inquiétudes autour de cette réforme, que les usagers devraient faire des kilomètres parfois pour se rendre justement à une audience. Est-ce que ça a été le constat qu'on a pu faire après cette réforme ou pas ? Peut-être sur certaines affaires spécifiques. Alors les affaires spécifiques, là aussi, je pense que c'est quelque chose de trop récent. C'est-à-dire qu'on a eu un décret qui est entré en vigueur cet été, si je ne me trompe pas, qui a conféré certaines compétences spécifiques au tribunal judiciaire de Metz. Mais c'est ponctuel, c'est-à-dire que c'est sur les brevets, sur la propriété intellectuelle. C'est pas quelque chose qui va toucher monsieur tout le monde, une grande partie de la population. Donc ça va pas l'impacter. Et ce qui a été bien, effectivement, c'est la possibilité pour le tribunal judiciaire de délocaliser, je dirais, une partie de son contentieux, de ses affaires familiales à Saint-Avold. Ce qui fait que les gens qui habitent Saint-Avold, qui habitent à la proximité, dans ces communes-là, ils ont moins de déplacements à faire, ils sont plus obligés d'aller jusqu'à Sarreguemines, ils vont à Saint-Avold le vendredi matin, ils voient leur juge aux affaires familiales avec leur avocat, et c'est quand même une amélioration en termes de déplacement. En tout cas, déjà, merci pour ces premiers éclaircissements. À Sarreguemines, l'accueil du justiciable a été repensé. Donc, si vous avez une question, maintenant, il existe le SAUJ. C'est donc le service d'accueil unique du justiciable. L'un de nos journalistes s'y est rendu et vous propose des petites scénettes pour qu'on comprenne mieux à quoi ça sert. Regardez. En poussant les portes du tribunal judiciaire de Sarreguemines, on aperçoit dans le hall un cube quasi neuf composé de 4 box. C'est l'espace d'accueil appelé SAUJ. Avant, on recevait donc tout le public arrivé, mais on avait simplement un accueil directionnel. Donc en fait, on orientait les gens dans les services du palais de justice. Donc si vous aviez une question pour un divorce en cours, on vous envoyait à l'étage au service du JAF. Si vous aviez une question sur le livre foncier, on vous envoyait dans le bureau du livre foncier. Ça maintenant, c'est plus le cas. Tout le monde repart avec son renseignement sans monter dans les étages et sans déranger les collègues des services. Un accueil unique pour le justiciable, quelle que soit sa question et sa juridiction. Pour mieux comprendre, voici quelques scénarios possibles. À commencer par l'accueil des box 1 et 2, où les gens viennent régulièrement demander où en sont leurs affaires en cours ou retirer un formulaire. Bonjour, je viens vous voir pour avoir un formulaire d'aide juridictionnelle parce que je divorce et j'ai pas les moyens de payer un avocat. Le box 3, c'est le bureau d'aide aux victimes. Bonjour. Je viens vous voir parce que je viens de me faire agresser et les procédures sont en cours. Je voulais savoir en tant que victime quels pourraient être les dédommagements dont je pourrais avoir droit. Les associations partenaires soutiennent les personnes dans le cadre d'audiences pénales ou lors d'un rendez-vous ponctuel pour les aider dans leur démarche et à la constitution d'un dossier. La dernière cellule sert notamment de bureau d'exécution des peines.
Je sors de l'audience correctionnelle, je connais le montant de la contravention que je vais devoir régler suite à l'important excès de vitesse que j'ai fait dernièrement. Donc là je viens ici au bureau d'exécution des peines pour régler cette amende. Le SAUJ existe depuis septembre 2017 à Sarreguemines. Les tribunaux de Saint-Avold, de Forbach et de Metz en sont pourvus également. En parallèle, le site justice.fr vient compléter ce service. Les usagers ont donc accès à une information fiable et gratuite et peuvent être orientés dans leur démarche. Et d'ailleurs, si vous avez une question, le SAUJ peut vous aider. Vous avez un mail qui s'affiche en bas de votre écran. Vous pouvez leur poser des questions par rapport à ces différentes scénettes et même d'autres choses sur des procédures ou des démarches en cours. On l'a vu aussi dans ce reportage, ça se numérise. Est-ce que ça simplifie vraiment certaines démarches de passer maintenant par des plateformes web ? Ça, c'est un travail qui est encore en cours et qui va vraisemblablement produire des effets importants sur les comportements professionnels. La justice a une longue tradition de papier qui n'est pas complètement d'ailleurs à mépriser parce que le traitement papier permet aussi de prendre connaissance d'une façon peut-être plus naturelle de l'information. Une procédure de justice, qu'elle soit civile ou pénale, c'est d'abord un certain nombre d'informations que les professionnels, magistrats, ministères publics, magistrats du siège, avocats, doivent apprendre et connaître pour soutenir leur point de vue. Et de ce point de vue-ci, la numérisation va peut-être aussi nécessiter, outre de la constitution de nouvelles habitudes de travail, mais aussi des circuits qui doivent d'ailleurs être mis en réseau, non seulement entre les avocats et le tribunal, ce qu'on peut penser très spontanément, mais également entre les forces de l'ordre, gendarmerie et police, et le tribunal, et une communication fluide et technologiquement adaptée entre ces différents interlocuteurs pour que les procédures numérisées, voire même nativement numériques, c'est-à-dire en réalité celles qui vont, et c'est la prochaine étape de la procédure pénale numérique par exemple, ce n'est plus la dématérialisation, c'est-à-dire la transformation d'un document papier dans son équivalent numérique du type fichier PDF, mais véritablement la prise de plainte sur un matériel électronique et ensuite une enquête qui va toujours et encore sur le plan pénal obéir à ces pratiques habituelles, interpellation, placement garde à vue, perquisition, interrogatoire, contre-interrogatoire, confrontation et j'en passe, le tout immédiatement sur un support informatique avec une transmission entièrement dématérialisée, entièrement faite par Internet au tribunal, une ventilation ensuite possible de cette procédure dans un souci de contradictoire et donc d'une information équivalente de tous les acteurs de la procédure à l'égard de celle-ci, de la procédure au magistrat du parquet, puis au magistrat du siège, par exemple le juge d'instruction, le juge correctionnel et évidemment nos partenaires auxiliaires, les avocats, avocatant du prévenu, des personnes mises en cause, que des victimes susceptibles de réclamer une indemnisation de la juridiction. En fait, c'est un peu comme une porte d'entrée. On démarre souvent par une démarche sur le web, mais ensuite, bien sûr, le lien physique, l'échange avec son avocat ou autre n'est pas effacé. D'ailleurs, les échanges, la proximité, c'est le nom de votre association, c'est quand même votre cheval de bataille. C'est là-dessus où vous travaillez beaucoup. C'est-à-dire que nous on fait un accueil, on a un accueil sur différents sites du justiciable et on accueille les justiciables sur un bureau qui est situé dans le bassin houiller, à Véronne-lès-Forbach. On les accueille également dans un bureau qui est situé à Beach pour toutes les personnes qui sont domiciliées sur le Beacherland et bien sûr au siège de l'association. Et également au bureau d'aide aux victimes qui est situé au SAUJ. Après, en ce qui concerne les échanges avec la juridiction et la numérisation, je suppose que ça sera prévu. Je pense qu'il y aura quelque chose qui sera mis en place. Actuellement, à l'association Proximité, ce qui est certain, c'est que tout dossier qui arrive à l'association Proximité, toute saisine qui est faite à l'association Proximité est numérisée. C'est-à-dire qu'on
traite déjà tout sous la forme informatique, ce qui facilite les échanges avec le parquet quand il faut envoyer un rapport, ou il faut envoyer ou avec le barreau lorsqu'il faut envoyer un compte rendu qui est demandé par les magistrats ou par les avocats. C'est déjà quelque chose qui est rentré chez nous dans les mœurs. Et dans les, moi je dirais que ça fait bien 4-5 ans qu'on travaille de cette façon-là, qu'on numérise toutes nos procédures. De même que lorsque, par exemple, le parquet nous transmet une procédure dans le cadre d'une médiation pénale, donc des gros dossiers qui sont relativement volumineux, avec beaucoup de papier. La première chose qu'on fait, c'est qu'on numérise tout le dossier, de manière à ce que si un avocat doit intervenir ou si un avocat veut prendre connaissance de la procédure, il y a déjà plus de photocopies, donc on fait une grosse économie de papier et on peut transmettre effectivement un fichier numérisé. Et ça permet aussi de rentrer dans des délais peut-être aussi plus raisonnables pour traiter une affaire aussi. Un délai raisonnable, bon après c'est assez relatif selon certaines personnes. On sait que la réforme de la justice a voulu aussi axer les changements sur ce point. Mais limiter les délais, ça passe aussi par la spécialisation des juges et des magistrats. On parlait donc tout à l'heure de la réforme qui a transformé le tribunal d'instance, le tribunal de grande instance en tribunal judiciaire. Ça a été le cas aussi donc pour Saint-Avold, on l'évoquait, qui est devenu un tribunal de proximité. En son sein, on s'occupe souvent et uniquement d'ailleurs des litiges civils. Les anciens juges d'instance sont devenus des juges spécialisés du tribunal judiciaire. Et parmi les spécialités, il y a les juges des contentieux de la protection. Une pile de dossiers à n'en plus finir, des affaires à juger minutieusement au cas par cas. C'est le quotidien de cette juge qui officie aujourd'hui sous l'étiquette « juge des contentieux de la protection ». Les missions sont multiples. Nous sommes spécialisés en matière de baux, de bail d'habitation, donc tout ce qui est expulsion, impayé de loyer, tout ce qui est squat. Nous avons une compétence exclusive en matière de crédit à la consommation. Et ensuite, nous avons également une compétence pour tout ce qui est petits litiges. Et puis, nous sommes également donc juges des tutelles. Ça, c'est un gros morceau, donc la protection des majeurs. Elle est saisie par un particulier, comme un bailleur social, ou une institution, comme une banque par exemple. Elle peut commencer le dossier et donner la parole aux deux parties. On convoque les gens à l'audience, on convoque les défendeurs à l'audience. Il y a un principe très important en matière de justice civile, c'est le respect du contradictoire. C'est-à-dire que tout ce que dit une partie doit être, il est possible de contredire par l'autre partie. Puis, son rôle est de statuer sur l'affaire, de donner son jugement. En cas de loyer impayé par exemple, et après audience. On décide que oui, il n'a pas payé son loyer, donc le bail est résilié. Et malheureusement, si le bail est résilié, l'évacuation ou l'expulsion doit être ordonnée, voyez. Ou alors on dit, si, il rapporte la preuve qu'il a payé son loyer, et donc le bail n'est pas résilié. Depuis septembre 2020, une nouvelle compétence est attribuée, le juge des affaires familiales. Cela veut dire qu'elle peut juger des dossiers hors et après divorce, notamment sur l'exercice de l'autorité parentale, et cela pour toute la population du bassin houillé. Pour limiter les délais, désengorger les tribunaux, on peut résoudre à l'amiable et on pense surtout à la conciliation de justice. D'ailleurs, elle est devenue obligatoire début 2020 pour tous les litiges de 5 000 € ou moins. Un conciliateur nous en parle en détail. C'est assez disparate puisque nous réglons quand même les problèmes de tout à chacun du quotidien, il faut le savoir. Bon, ce qui ressort en dominance, ce sont les plantations invasives, les mésententes de voisinage et les problèmes de mitoyenneté. C'est pas toujours gagné. Bon, il faut être déjà, je dirais, bien s'inspirer de la nature du litige, et puis être un bon psychologue. Et notre intervention, bien sûr, tente à apaiser le différend qui existe entre les parties. Et pour cela, nous avons quand même un taux de réussite qui est quand même tout à fait éloquent. Nous avons à peu près, sur la Moselle-Est, un taux de réussite qui avoisine les 60%, ce qui est quand même tout à fait important. En nombre d'affaires traitées, ils ont dès l'ordre entre 600 et 700 affaires.
toutes les informations complémentaires sur leur site, notamment comment les contacter sur le site donc conciliateur.fr. Ce qui nous permet aussi d'évoquer l'accès au droit pour tous. De nombreuses permanences existent sur le territoire. En plus des SAUJ qu'on a déjà citées, il existe des maisons de la justice et du droit où vous pouvez être pris en charge gratuitement et anonymement. J'ai d'ailleurs quelques exemples à donner, peut-être que ça parlera à nos téléspectateurs. Imaginons, je suis donc dans le Pays de Bitche, j'ai besoin d'un renseignement sur le droit du travail parce que j'ai un différend avec mon employeur. Je me tourne vers qui, vers quelle structure? Eh bien, vous pourriez appeler l'Ordre des avocats du barreau de Sarreguemines qui tient une permanence téléphonique une fois par mois. On vous y inscrit et puis vous avez la possibilité lors de cette consultation de vous entretenir avec un avocat qui pourra vous orienter sur les démarches à suivre, sur vos droits et c'est pas très exhaustif, hein, mais ça vous permet quand même de mettre le pied à l'étrier pour avoir déjà un début d'information. Après, si vous habitez sur le ressort de Forbach, vous avez la maison de justice et du droit à Forbach, où là, pareil, c'est les avocats du barreau de Sarreguemines qui tiennent les permanences, ainsi qu'à Bérennes et Forbach. Alors, autre question, autre exemple, si je suis endettée et que j'ai besoin de connaître les procédures qui y sont liées, idem, je me tourne vers qui, vers quelle structure? Vous pourriez très bien prendre de attache avec le barreau. Et par rapport à la carte qu'on a pu voir sur l'écran, est-ce que toutes les antennes de justice et les maisons de justice et de droit sont aptes à pouvoir répondre à toutes ces questions-là? En tout cas, sur les deux exemples qu'on a pu donner? La maison de justice et du droit de Forbach, par exemple, a des horaires d'ouverture assez amples qui permettent aux justiciables de s'y présenter, d'être mis en contact à tout le moins avec un coordonnateur qui est un membre du personnel de la juridiction. Et celui-ci, de par une étendue assez vaste de connaissances quant aux différentes procédures de la vie quotidienne et celle dont vous parliez en relève assurément, sans compter peut-être aussi des problèmes de nature plus pénale qui peuvent aussi animer les requêtes, les requérants, peut faire un premier filtre, parce que c'est souvent compliqué quand on est justiciable et que l'on est empêtré dans un problème, peut-être un problème de voisinage qui peut avoir une connotation pénale, entremêlé d'ailleurs par intermittence le droit pénal et le droit civil. C'est souvent difficile de mettre en forme la demande. Tant il est vrai que le droit est tout d'abord un processus d'abstraction d'une situation concrète dans une règle de droit, parce qu'il n'y a pas de zone de non-droit, il n'y a pas de situation qui soit non juridique, mais qui échappe au droit. Le tout est souvent de pouvoir disséquer la difficulté et d'une certaine manière distiller de telle sorte que sa réalité quotidienne, son aspect concret puisse être traduit en langage juridique. Et je pense que tous ces points d'accès, du barreau, le tribunal avec le service qu'il rend régulièrement d'accueil des victimes justiciables, l'association évidemment proximité, ce sont des points d'accès qui sont précisément aussi des filtres permettant, je pense notamment à la maison de justice qui est située dans le quartier de Wiesberg à Forbach, de pouvoir accueillir ces demandes et que mise en relief, appréciée par un professionnel, il puisse y avoir une première orientation du requérant pour que dans la complexité d'une vie sociale qui évidemment paraît touffue, mais parce qu'elle obéit à la complexité du monde, cette demande-là puisse être orientée dans un registre administratif qu'il ne faut pas oublier, plutôt en direction d'une procédure civile ou alors en direction d'une prise en compte pénale de la situation. Donc un premier filtre, et puis aussi je pense que c'est assez complémentaire. J'ai un dernier exemple à donner. Je suis victime d'une agression. Je ne sais pas trop par quel bout commencer. Peut-être que je m'y prends peut-être un peu tard aussi. Je n'ai pas osé tout de suite y aller. Et je ne sais pas quelles sont les démarches à faire. Je me tourne vers qui encore? Peut-être l'association? Oui, donc l'association Proximité, donc nous nous occupons que des victimes d'infractions pénales. Donc on n'est pas du tout sur le volet civil. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de l'association Proximité, nous privilégions le contact physique avec les personnes. C'est-à-dire que lorsqu'une personne appelle l'association Proximité, les renseignements, on évite dans la mesure du possible de donner
que du renseignement téléphonique. Donc ce qu'on fait, c'est qu'en fonction de la domiciliation de la personne, on va lui fixer un rendez-vous sur l'une des 3 antennes évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire Beren, Beach, Sarreguemines ou carrément ou déjà au palais de justice, au bureau du Sauge, de manière à ce que la personne qui va recevoir la victime puisse l'orienter le mieux possible et surtout entendre et évaluer le besoin. Comprendre finalement. Évaluer le besoin, parce que souvent il arrive aussi que ces personnes, si elles ont besoin de renseignements concernant tout ce qui est procédural, comment est-ce que je fais, à qui j'écris, comment est-ce que je dépose plainte. Ça peut freiner aussi. Mais il y a également tout cet aspect psychologique, c'est-à-dire des victimes qui arrivent dans nos locaux et qui visiblement sont traumatisées et à qui on propose tout de suite et en amont, de façon proactive, c'est-à-dire avant même qu'on entame une procédure, de rencontrer l'un des 2 psychologues de l'association Proximité. Très bien. En tout cas, pour tous les accès au droit et à la justice qu'on a pu évoquer, vous pouvez les retrouver sur le site cdad-moselle.justice.fr. C'est très bien détaillé avec les horaires d'ouverture et tous les contacts. Donc on parlait justement de l'association Proximité. Vous avez 16 missions différentes. Est-ce que vous pouvez nous en lister peut-être 2 les plus courantes que vous avez ? Bien, l'activité principale l'activité fondatrice de l'association, c'était l'aide aux victimes d'infractions pénales, qu'on évoquait là il y a quelques minutes. Ensuite, nous mettons également en place, avec le parquet de Sarreguemines, avec monsieur le procureur, la médiation pénale. Mais je pense que monsieur le procureur de la République pourra en parler. Médiation pénale qui permet de trouver un accord amiable entre un auteur et une victime, dès lors qu'effectivement les 2 personnes sont disposées à se rencontrer. Comme pour la conciliation de justice, mais là c'est l'aspect pénal. Oui, déjà l'aspect pénal, il y a déjà une plainte qui a été déposée, donc à ce niveau-là. Et comme 3e activité principale, et je vais essayer de rester dans le domaine pénal, je parlerai peut-être je citerai peut-être le téléphone grave danger. Qui est, si on peut peut-être détailler pour donc, les personnes qui ne connaissent pas. Le téléphone grave danger, donc l'association Proximité assure le suivi des personnes qui bénéficient donc de cette mesure. La mesure généralement est initiée par les magistrats du tribunal de Sarreguemines, généralement par monsieur le procureur de la République, qui saisit l'association de ce qu'on appelle une évaluation de la victime. C'est-à-dire que monsieur le procureur de la République nous demande de rencontrer une victime et d'évaluer avec cette victime, de voir si effectivement un besoin se fait sentir concernant cet équipement. Donc, en 2 mots, c'est un équipement, c'est une personne qui est munie d'un téléphone et avec une manœuvre très particulière, peut alerter une centrale de surveillance qui va la géolocaliser et va lui demander si elle est en danger et de décrire le danger où elle fait face. D'accord. Il y a parfois, dans de très rares cas, l'intervention des forces de l'ordre à ce moment-là. D'accord, je comprends mieux donc le téléphone grave danger. Alors donc on a cité plusieurs partenaires différents, même vous, autour de cette table, vous collaborez au quotidien pour le justiciable. Les partenaires sont donc très nombreux et parmi ceux qui usent de l'amiable pour régler les problèmes, il y a UFC Que Choisir. Alors c'est surtout pour le droit des consommateurs. Quels dossiers sont traités par les membres de l'association? Jusqu'où peuvent-ils aller pour aider les citoyens? Réponse dans ce reportage. 357 434 €. C'est le montant des sommes récupérées en 2020 par l'association UFC Que Choisir au profit des particuliers. Une année compliquée pour recevoir du public et pourtant sur site, l'antenne de Moselle-Est a pu accueillir et conseiller 363 personnes, dont 51 à Sarreguemines et Beach. À chaque rendez-vous, un dossier est monté et un courrier expliquant le litige est envoyé à la partie adverse. L'objectif est de régler le différend à l'amiable. Si ça ne fonctionne pas à l'amiable, on aide le consommateur à saisir soit le conciliateur, soit la justice. Mais leur travail s'arrête aux portes du tribunal. Ce qui ne veut pas dire qu'ils chôment. En 2020, l'association comptabilise 374 courriers de litige envoyés,
854 conseils téléphoniques donnés et 151 dossiers traités. Comme en 2019, la plupart des dossiers étant liés au secteur de l'énergie. C'est-à-dire énergie renouvelable, pompe à chaleur, panneaux photovoltaïques, c'est une catastrophe. Suivent ensuite les affaires liées aux assurances, aux failles dans les contrats, aux litiges commerciaux, dans la télécommunication ou encore les logements. Certains dossiers peuvent être refusés, tout ce qui est lié aux litiges entre voisins ou quand le consommateur a commis une faute, par exemple donner ses codes de carte bleue par téléphone. Donc on a déjà bien dressé tout ce qui peut exister pour aider le justiciable. J'aimerais maintenant qu'on évoque toujours un peu du côté pénal les différentes affaires qui passent par chez nous. C'est vrai que là on a beaucoup parlé des litiges du quotidien, de tout ce qui était civil, mais il y a peut-être aussi des affaires plus grandes, si je peux dire ça comme ça. Qu'est-ce qui passe par chez nous, monsieur le procureur ? Alors essentiellement, la palette des infractions est très vaste dans le code, mais je distinguerai volontiers les atteintes aux personnes, dont on parlera je crois un peu tout à l'heure, les atteintes aux biens, ainsi que les infractions routières et les infractions stupéfiants. Qui se subdivise, se décline évidemment en infractions plus particulières. C'est les grandes thématiques infractionnelles connues du tribunal correctionnel de Sarreguemines sont essentiellement les atteintes aux personnes, les atteintes aux biens, donc les vols, les escroqueries, comme c'était un peu évoqué dans le reportage précédent, les infractions stupéfiants, que ce soit de simple usage, mais également, le cas échéant, des trafics beaucoup plus structurés. Et c'est un petit peu chronique et un peu transversal au tribunal de Sarreguemines, mais en réalité dans tous les tribunaux de France, la multiplicité très abondante des infractions routières, les conduites sous l'empire d'un état alcoolique prohibé, les conduites après usage de stupéfiants, tout le temps prohibées, puisque les stupéfiants sont interdits de consommation encore dans l'état du droit, les infractions au permis de conduire, les défauts de permis de conduire, les suspensions, etc. etc. De votre côté, j'aimerais vous poser une petite question. Est-ce qu'on peut aussi parler d'une augmentation d'affaires qui sont liées à, je dirais, tout ce qui est lié sur Internet, donc les fraudes, alors que ce soit les arnaques. On a pu en parler tout à l'heure, tout ce qui était sur le secteur de l'énergie. Est-ce que ce sont des choses que vous avez ? Oui, c'est des dossiers qu'on voit arriver de plus en plus souvent. Soit parce qu'on est passé par une plateforme en pensant que c'était sécurisé, que d'un seul coup nos données, nos informations personnelles sont captées et puis utilisées sans le savoir. Et très souvent on s'en rend compte une fois que c'est trop tard, une fois que le compte en banque se voit avoir des lignes débitrices et qu'on se dit mais mince, mais est-ce que c'est moi qui ai fait cet achat-là ? Est-ce que je me souviens pas d'eux ? Et puis on vérifie, on regarde. Et puis après on court à la banque et paniqué en se disant mais attention, ça c'est des choses qu'on voit arriver. Alors c'est vrai qu'on a parlé du photovoltaïque, ça a beaucoup occupé je pense l'association que vous avez citée tout à l'heure dans le reportage. Mais c'est une chose. Mais au niveau pénal, l'Internet est devenu, les réseaux sociaux sont devenus un milieu dans lequel la cybercriminalité se développe. Je pense qu'il y a, un dossier qui... C'est une grande thématique aussi. Mais c'est vrai que j'aimerais peut-être qu'on refasse un point sur tout ce qui est lié aux violences faites aux personnes, parce que c'est ce qui m'a attirée aussi quand j'ai écrit cette émission. C'est une tendance qui est aussi ressentie par les forces de l'ordre sur le terrain. D'ailleurs, on fait le point avec le chef de circonscription de la sécurité publique de Sarreguemines. Plus 22,4%, c'est l'augmentation des violences faites aux personnes entre 2016 et 2020 sur le département. Elles vont de simples disputes avec insultes à l'agression à l'aide d'une arme, même si ces dernières sont plus rares sur l'arrondissement. Mais la tendance à Sarreguemines comme au plan national, malheureusement, elle est aux violences intrafamiliales et plus particulièrement les violences conjugales. L'année dernière, mais surtout ces derniers mois, ce type de violence n'a pas cessé d'augmenter. Je dirais que depuis le printemps et avec une nouvelle vague de sursaut cet été, on constate vraiment un accroissement en nombre, en fréquence et en intensité des violences sur Sarreguemines comme partout ailleurs. Difficile d'expliquer pourquoi et de donner des chiffres concrets qui évoluent chaque semaine. La plupart des enquêtes sont ouvertes après un dépôt de plainte, mais il arrive aussi que les forces de l'ordre interviennent après un appel au 17.
En parallèle, la police se voit confrontée à un rejet de l'autorité, refus d'obtempérer, outrage à agent, voire atteinte physique. Au moment où je vous parle, on vient de procéder à l'interpellation de 2 personnes qui ont commis un refus d'obtempérer assez conséquent, avec des conséquences mécaniques, un accident, et qui ont pris la fuite sur une distance longue avec le pneu éclaté. Souvent, ces violences vont de pair avec une consommation de stupéfiants ou d'alcool, des facteurs aggravants. Des réactions peut-être après ce reportage ? Le constat du commandant Stéphan est très juste. Et si, par exemple, le confinement a certainement eu son rôle à jouer dans la montée en tension au sein des familles, la tendance est un peu plus enracinée, malheureusement, par-delà cette forme de crête de la vague. Certainement intensificatrice, mais qui plonge ses racines dans une évolution qui remonte à dizaines, voire une quinzaine d'années, où l'on voit quasiment sur le plan national une certaine diminution des atteintes aux biens et une montée mais presque irréversible et à l'encontre de laquelle il est difficile de pouvoir agir pour l'endiguer, des atteintes aux personnes. Le commandant évoquait les violences conjugales, la réticence que l'on observe de façon croissante parmi certains de nos concitoyens à l'égard des marques de l'autorité, mais n'importe quelle dispute entre automobilistes pour une place de stationnement sur un supermarché peut malheureusement dégénérer et finir en coup de poing, et donc conséquemment à un moment donné devant une juridiction pénale. Je pense que c'est un sentiment que vous partagez aussi certainement, Monsieur Papuga. Oui, effectivement, en ce qui concerne les violences faites aux femmes, les violences conjugales, bon, je dis faites aux femmes, mais ça peut être également faites aux hommes, ça, on a eu quelques situations. Effectivement, on constate une réelle augmentation. Alors, il y a aussi cette période de confinement qui a joué et puis qui a fait que, sans doute, les violences ont été... il était plus compliqué pour les familles de vivre ce confinement. Alors, moi, je le constate parce que le parquet de Sarreguemines a une réponse, c'est 0 classement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune affaire de violence conjugale qui est classée à Sarreguemines. Toutes ces affaires font l'objet d'une instruction de monsieur le procureur de la République, et par quelque moyen que ce soit, c'est-à-dire que soit dans le cadre des alternatives aux poursuites, ou parfois, ou même souvent par le tribunal correctionnel, des stages de sensibilisation aux violences sexistes sont ordonnés, et à l'association Proximité, je dirais que l'augmentation, elle est grosso modo d'une année sur l'autre. Chaque année, il y a à peu près une augmentation de 20 à 25%. Ah oui, quand même. Donc c'est quand même des statistiques malheureusement assez édifiantes. C'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle du justiciable. Je voudrais simplement préciser aussi, je pense que c'est lié aussi à une politique qui est mise en œuvre par le parquet de Sarreguemines qui dit 0 classement. C'est-à-dire qu'on ne laisse plus passer. Je pense que peut-être que dans d'autres juridictions, ou peut-être par le passé, il y avait peut-être plus tendance, dans certaines situations, de ne pas envisager des poursuites, ou alors on passait simplement par le rappel à la loi. Et le rappel à la loi, je pense que ce n'est pas une réponse qui est satisfaisante en termes de violence conjugale. On parle de justiciables victimes depuis tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a aussi tous ceux qui se retrouvent condamnés, les auteurs des faits, il ne faut pas l'oublier. Il est évident que la sanction, elle est obligatoire quand on parle de justice, mais vous avez tout au long de cette émission évoqué aussi des alternatives. Est-ce qu'il y en a peut-être d'autres qu'on peut mettre en avant ? Est-ce qu'il y a une stratégie peut-être sur cette justice de proximité ? Monsieur le procureur ? Oui, alors je vais peut-être juste un bémol pour que les téléspectateurs comprennent bien une situation dans les violences conjugales. Le directeur de Proximité, M. Papuga, a parfaitement raison de dire que les classements ne sont pas recommandés et ne sont pas pratiqués. Attention quand même à devoir préciser tout de même, parce que parmi les téléspectateurs, certainement, il y a eu des plaignants déçus dans leur démarche. Il faut encore que la plainte puisse prospérer et soit accompagnée de suffisantes preuves susceptibles d'être réunies par la police ou la gendarmerie pour que la procédure puisse
être en état, au regard d'une analyse faite par le ministère public, un procureur du tribunal, nous sommes 6 au tribunal de Saint-Rémy à occuper ces fonctions, que le dossier puisse être suffisamment alimenté par une documentation probatoire. Donc les classements sont aussi la conséquence, malheureusement, de certaines situations à l'occasion desquelles la preuve ne peut pas être suffisamment rapportée de la commission ça ralentit de l'infraction. Ou alors ça n'aboutit pas. Malheureusement, ça risque de promettre la procédure à une absence de suite. Alors pour les alternatives, il est vrai que lorsque l'on pense à la justice pénale, qu'on pense au procureur et au tribunal, on pense souvent à l'audience correctionnelle, mais qui est la plus visible et par conséquent celle qui fait peut-être le plus écho dans l'esprit des gens et de nos téléspectateurs. Pour autant, et même si la fonction de procureur est plutôt celle de poursuivre et donc en quelque sorte d'accuser devant une juridiction, les instruments sont assez nombreux pour ne pas devoir inéluctablement faire comparaître les gens devant le tribunal. D'abord parce que tous ne le méritent pas, en fonction de l'infraction commise, toutes les infractions perpétrées ne sont pas inéluctablement promises à un passage devant le tribunal, en particulier si les personnes qui commettent ces infractions s'avèrent susceptibles d'être réinsérées socialement et peut-être aussi dans un état d'esprit qui est propice à la réparation. Et de ce point de vue-ci, le ministère public dispose d'instruments juridiques fournis par le Code de procédure pénale qui permettent de plutôt privilégier la réparation, je ne le cacherai pas, en quelque sorte sous la menace de poursuites correctionnelles, mais d'indemnisation de la victime, ou alors de paiement, par exemple, pour un instrument tout récent qu'on appelle la contribution citoyenne, de payer une somme qui s'élève en général à quelques centaines d'euros au profit de l'association proximité. C'est un instrument qui a été introduit dans le Code de procédure pénale depuis le mois d'avril de cette année, donc c'est vraiment très récent, et cela permet à des contrevenants délinquants de basse ou moyenne intensité, aux antécédents judiciaires faibles, plutôt que d'être poursuivis devant le tribunal, de payer réellement ce qu'on appelle une contribution citoyenne, c'est-à-dire une somme au profit de l'association de proximité qu'il utilise ensuite dans le cadre de ses activités. Et c'est une excellente mesure de réparation d'une certaine façon sociale pour éviter le passage devant la juridiction pénale. On se rend bien compte, pour conclure, que la justice, elle n'est pas que tournée vers la sanction, la punition, même si bien sûr c'est un passage parfois obligatoire. Il y a aussi de nombreuses personnes qui cherchent seulement, qui ont un questionnement sur une procédure, et les associations qu'on a pu citer tout au long de cette émission ont un rôle hyper important à jouer, on l'a bien compris. Pour terminer, il nous reste 2 petites minutes. J'aimerais vous poser une question autour de cette table pour ouvrir un petit peu aussi le débat. Pour vous, quel est l'avenir de la justice de proximité ? Je commencerai par vous, Maître Tomaszewski. Grande question. Alors, déjà, le bâtonnier de Saint-Rémy n'est pas Madame Irma, donc il va avoir du mal à faire des pronostics sur l'avenir de la justice de proximité. On parlait tout à l'heure de dématérialisation, d'utilisation des nouvelles technologies qui nous permettent d'aller plus vite, d'être plus efficace, d'avoir une meilleure communication, une plus fluide avec son client qui n'est pas obligé forcément de se déplacer aussi dans le cabinet d'avocat, ou alors avec le rapport entre l'avocat et la juridiction, le rapport entre l'avocat ou le barreau avec l'association proximité. Effectivement, tous ces échanges-là, c'est bien, mais il ne faut surtout pas oublier que ce qui compte, c'est l'humain. C'est-à-dire que la justice, c'est la justice qui est rendue au nom des hommes et des femmes, pour les êtres humains, et le lien social est important, et je pense que ce qui fait ressortir aussi toutes ces violences faites aux personnes, certes c'est une tendance qui est ancrée depuis une dizaine d'années, mais la crise de la Covid n'a fait que de cristalliser et d'exacerber ce problème-là de manque de lien social et de retour au rapport des uns aux autres. Et c'est pour ça que la justice de proximité, c'est important. C'est quelque chose qui doit se défendre, quelque chose qui doit fonctionner justement pour apaiser les liens entre voisins, les liens avec son employeur. Mettre l'humain au centre. Il ne faut pas oublier que quand on rend la justice, quand on défend quelqu'un, quand on vient aider quelqu'un qui est soit victime, soit même auteur et qui doit réparer, c'est bien la réparation, parce que ça remet à nouveau aussi les choses en contact, en lien. On a fait quelque chose de mal à quelqu'un d'autre, et le fait de réparer,
on fait quelque chose aussi pour l'autre. Et ça apaise la société. La société a besoin d'apaisement, a besoin de cela. Et donc, si la justice de proximité peut aider à cela, eh ben, c'est très bien. Je donne la parole aussi à Monsieur Papuga, très rapidement, pour rester dans notre timing. Notre souci à l'association Proximité depuis de nombreuses années, c'est d'être le plus près possible et des victimes et parfois les auteurs, parce qu'il y a des prises en charge d'auteurs aussi dans le cadre de mesures de contrôle judiciaire. Mais là où je voudrais insister, c'est que, et je rebondis sur ce que disait Maître Tomaszewski, il faut qu'on replace l'être humain au centre du débat. Et je pense que la disponibilité, une plus grande disponibilité des rencontres les plus faciles possibles et offrir le maximum de solutions pour chacun finalement. Oui, de solutions de prise en charge, hein, que ce soit psychologique, judiciaire, en collaboration avec le barreau. Je crois que c'est notre souci principal. Monsieur le procureur, en quelques mots. En quelques très brefs mots. La justice de proximité pour vous, qu'est-ce qu'il faudra améliorer ? Une justice rapide, ce qui ne signifie pas inéluctablement immédiate, parce qu'il faut parfois se méfier de l'immédiateté. Une justice pédagogique et surtout, quel que soit le positionnement de ceux qui sont appelés à en connaître, y compris quand il est défavorable, comme cela peut être le cas évidemment de quelqu'un qui est prévenu d'avoir commis une infraction, de la considération. Merci beaucoup à vous trois d'avoir participé, ça a été très intéressant. J'espère qu'on a pu un peu débroussailler tout ça. En tout cas, vous pourrez retrouver tous les sites qui ont été évoqués sur nos réseaux et le site internet de Mosaïque Cristal. Merci à vous de nous avoir suivis, à très bientôt.